Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui au Perret-en-Yvelines dans notre belle salle des fêtes de la Mare-aux-Loups. On a l'habitude pour ceux qui viennent parce que pour les habitués, il y avait déjà un comité syndical hier soir ici. Donc voilà, pour ceux qui ont laissé leur lit de camp, on est très heureux de vous accueillir, d'avoir Madame la présidente du parc naturel ici, chère Anne. Très heureux de vous recevoir pour cette conférence qui inaugure la séquence des 40 ans du parc. Alors 40 ans, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous, ceux qui étaient là à la fondation du parc, ceux qui ont milité pour la création de ce parc. C'est vrai que 40 ans, ça fait un petit temps. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'être là pour cette création du parc. Je suis là pour les 40 ans, ça fait plaisir déjà, c'est bien. Peut-être que je serai là, contrairement aux autres, peut-être aux 90 ans du parc, je vous dirai, pour cet anniversaire. 40 ans, c'est la crise de la quarantaine normalement. Alors j'espère que ce soir on va avoir quand même une conférence ordonnée, classique, une conférence qui a priori est très intéressante sur la forêt de Rambouillet. Je sais qu'il y a des grands amateurs de la forêt ici. Je suis très heureux aussi d'accueillir le parc au Perret parce que c'est vrai que le Perret n'est pas le cœur du parc historiquement. Le parc s'est étendu avec le temps. Nous avons intégré ce parc naturel. Et donc, je trouve que symboliquement, c'est très fort d'avoir fait cette conférence en dehors des contrées historiques du parc naturel et de parler d'une thématique qui nous concerne tous et qui intéresse particulièrement les citoyens dans notre belle région de Rambouillet, autour de la vallée de Chevreuse également, puisque le parc a été créé en opposition à la ville nouvelle, pour protéger avant tout nos espaces naturels, pour protéger cette identité territoriale, cette identité que nous défendons tous ensemble, à la fois les élus, à la fois les associations, à la fois les habitants. Donc un grand merci et je souhaite un joyeux anniversaire au Parc Naturel. Merci Madame la Présidente. Il paraît qu'à 40 ans, on a assez de passé pour savoir où l'on va, mais a encore assez d'avenir pour y aller d'un bon pas. Je ne sais pas si le parc a des rides. Personnellement, je le trouve de plus en plus séduisant. Mais je sais qu'il a de belles histoires à raconter et surtout d'autres énormément à partager. Nous célébrons cette année un anniversaire symbolique. 40 ans de vie commune entre un territoire et une ambition partagée, entre des paysages préservés et des habitants impliqués, entre nature, culture et développement durable. Ce n'est pas rien, 40 ans. C'est l'âge où l'on commence à avoir un bon réseau de partenaires. Plusieurs expériences marquantes, des souvenirs plein les tiroirs et une énergie intacte, je vous rassure, elle y est, et les élus derrière moi sont là pour le prouver. Je tiens avant tout à saluer celles et ceux qui ont rêvé de ce parc avant nous, des élus visionnaires. Tout d'abord, le général de Gaulle. Alors vous me dire, pourquoi le général? Eh bien oui, parce que c'est le général qui, en 1967, a permis la création en France des parcs naturels régionaux. Édouard Bonnefous, ancien sénateur des Yvelines, qui a déposé en mai 1973 une loi portant la fondation du parc actuel. Et des citoyens convaincus, et je n'en citerai qu'un, Philippe Saint-Marc, qui en mai 1964 créa l'association du comité de sauvegarde de la vallée de la Haute-Chevreuse. Toutes ces personnes-là ont tracé un cap clair. Protéger un territoire de grande qualité, mais fragile. Monsieur le maire, vous l'avez rappelé, en opposition à la ville nouvelle et au plateau de Saclay qui s'urbanisait, et accompagner son développement dans le respect de ses identités. Le général de Gaulle décrivait dans l'arrêté de 1967, permettant la création des parcs, un territoire, je cite, présentant un intérêt particulier par la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente et le repos des hommes et le tourisme,
et qu'il importe de le protéger. Il me semble que le territoire de la vallée de Chevreuse incarne parfaitement cette définition. Un paysage habité, façonné par des siècles d'histoire, riche d'une biodiversité exceptionnelle, traversé par les savoir-faire, les arts et les engagements des citoyens. Un lieu où on vient pour respirer, pour s'émerveiller, pour se retrouver, mais aussi pour inventer ensemble une manière durable et humaine de faire territoire. Ce n'est pas pour rien que ce territoire de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui est un lieu exceptionnel, a été choisi en 1985 pour être le premier parc naturel régional d'Île-de-France. Ce rêve, c'était avant tout celui des élus. Les 12 communes qui ont lancé la marche pour créer le parc ont bien vite été rejoints. 21 communes jusqu'aux années 2010, puis depuis 55 communes qui s'étendent sur le département des Yvelines et de l'Essonne, où nous avons environ aujourd'hui plus de 100 000 habitants. Ce parc, c'est aussi la volonté des petites communes de s'unir ensemble, de voir au-delà des batailles de clochers et de mettre l'intérêt collectif au cœur du projet de territoire que nous portons ensemble. L'exemple des inondations, malheureusement, qui ont touché dernièrement notre territoire, l'ont bien montré. Nous avons ici un territoire exceptionnel par sa solidarité. Et bien sûr, je pense aussi à nos agents, d'hier et d'aujourd'hui, discrets mais essentiels. Ils sont les chevilles ouvrières, les têtes chercheuses du parc. Leur travail, souvent patient et minutieux, nous permet aujourd'hui de célébrer cette belle aventure collective. Et je tiens tout particulièrement ce soir à remercier toute l'équipe qui a organisé cette belle soirée et l'équipe Projet des 40 ans. Alors je vais en citer quelques-uns, pas tous. Ce que je cite, c'est ceux qui sont vraiment dans l'équipe projet, mais bien évidemment, je pense à tous les autres. Thomas Costé-Doat, Léon Martin-Anglade et Mathilde Pelletier, qui est ici présente, nos alternants. Sylvain Hiller, Marion Doubre, Olivier Marchal, Claudine Gouzien, Yann Ben Messaoud, Zouhir Agachoui et Jean Bola. Vous pouvez les applaudir. Mais un anniversaire, ce n'est pas un regard que dans le rétroviseur. C'est aussi et surtout une occasion de se rassembler, de transmettre et de créer du lien. Comme dirait Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Alors, c'est pourquoi nous avons imaginé une année de festivités à l'image du parc, ancré, inspiré et participatif. À commencer, vous l'avez tous vu, par la création d'un logo exceptionnel, le logo spécial 40 ans que vous retrouverez sur tous nos outils de communication et bien évidemment, mesdames et messieurs les maires, vous pouvez vous en servir dans vos documents officiels. Nous inaugurerons tout à l'heure notre superbe exposition sur les unes des 93 échos du parc. Donc elles ont toutes été numérisées et ça permettra de voir l'évolution des idées, des logos, de la mise en page, c'est très intéressant. Et également une exposition sur les moments, les documents essentiels de la vie du parc de 1985 à 2025. Bien évidemment, cette exposition, vous la retrouverez sur tous les événements au cours de cette année. Et pareil, elle pourra être mise à disposition des communes qui souhaitent l'accueillir dans le parc. Pour marquer cet anniversaire, il nous fallait un trophée en chaîne locale. Et nous avons trouvé quelqu'un qui va nous le sculpter. Il est sur son téléphone, il n'écoute pas. Merci à Guillaume Boulet de la Selle et Bords de nous faire ce trophée qui fera le tour des mairies et qui permettra de marquer cet emblème du parc avec du chêne de la forêt de Rambouillet. Oui, le parc fait sa tournée. Pas la tournée des Grands-Ducs, mais bien celle des villes et des villages. La culture, cher Jacques, occupera une place centrale dans cette programmation. Depuis janvier, nous avons une nouvelle résidence avec des artistes qui explorent la richesse insoupçonnée du patrimoine forestier. Et nous avons le plaisir de les accueillir ce soir et également tout au long de cette année. Il s'agit de Pascal Petit, poète. Je vous laisse le soin de vous lever, Pascal, pour qu'on... Eh oui.
Et également de Bernard Sustra, photographe, qui a montré ces très belles photos. Merci de nous accompagner pendant toute cette année. Et surtout, on attend votre retour parce que vous allez capter pendant des mois la mémoire du parc et vous nous présenterez ça, j'espère, très vite. Merci à vous. Puis ce soir, je suis très honorée d'accueillir cher Raphaël de Vrede, docteur en histoire, ayant grandi sur notre territoire et tout particulièrement, monsieur le maire, dans votre commune du Perrin-Yvelines. Vous êtes vraiment un enfant du territoire et vous allez nous conter l'histoire de la forêt de Rambouillet. Alors la forêt de Rambouillet, quand on regarde le parc, c'est vraiment notre colonne vertébrale, c'est vraiment l'âme de notre parc. Et vous allez nous conter l'histoire des Bourbons à nos jours. Alors, moi, j'ai qu'une envie, c'est vraiment vite finir mon discours et surtout de vous entendre et regarder tous les gens qui sont venus également pour écouter cette très belle conférence. Et je vous remercie parce que je sais que vous avez migré, vous êtes sortis de votre région, vous êtes allés un peu plus loin pour continuer vos études. Et encore merci d'avoir pris du temps pour venir. Merci, cher Raphaël. Pour continuer, au fil des mois, nous aurons des rendez-vous singuliers comme les événements à Mapola hors des murs, l'exposition Les couleurs de l'eau, chère Madame le maire, avec les œuvres de Yann Arthus Bertrand au musée Grattalou de Chevreuse, ou encore, Auffargis c'est toujours là, le 11 juin, on va faire une table ronde à Auffargis sur les histoires des femmes du parc au café d'Auffargis pour mettre à l'honneur les femmes du parc qui ont façonné et qui façonnent encore ce territoire, parce qu'on a des femmes d'exception, nous, bien évidemment, mais celles d'avant. De nombreux autres événements vous seront communiqués tout au long de l'année et je vous invite à y participer. Que serait une fête sans mets et breuvages? C'est pas français, donc il a fallu trouver des mets et des breuvages. Alors je suis heureuse ce soir d'annoncer la création d'une bière dès 40 ans. Oui, vous avez bien entendu, une bière en partenariat avec un brasseur bien connu du Perrin-Yvelines, c'est bizarre, avec la Vol Céleste. Donc, je voulais remercier Yélène qui est où? Là, Yélène qui est allée voir la brasserie et ils vont nous créer une bière que normalement on n'aura qu'à l'automne parce que j'ai bien compris que le houblon ne serait récolté qu'à ce moment-là avec une étiquette spéciale. Donc, on aura un produit et nous sommes allés à Chevreuse, où il y a un siropier, et également le siropier va nous faire un sirop avec des produits locaux spéciaux pour les 40 ans. Donc nous aurons 2 produits locaux, et vraiment je vous invite. Alors c'est bien le mois d'octobre, au début j'ai dit c'est loin, mais en fait non, ça fera des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, donc c'est en fait c'est de bon augure. Nos restaurateurs, futurs labellisés Valeurs Parc. Pour les anciens, il y avait la marque Parc, ça n'existe plus. On appelle ça maintenant la Valeur Parc. C'est tout récent. La fédération nous a bénis des dieux et nous a donné ce label. Et donc, il y a certains restaurateurs de restaurants étoilés du Tremblay-sur-Morne au bistrot des Molières qui ont dit on sera de la partie avec vous pour les 40 ans et on va participer à des menus Valeur Parc spécialement élaborés pour cette année et à l'occasion uniquement de la semaine du 8 au 12 décembre. Pourquoi du 8 au 12 décembre? Tout simplement parce qu'officiellement, nous soufflerons nos 40 bougies le 10 décembre. Et donc le but, c'est que pendant cette semaine, avant les fêtes de Noël, pour préparer nos corps à festoyer à Noël, nous aurons des menus et on vous communiquera bien évidemment. Et ça comblera et ça émerveillera nos papilles. Et puis bien sûr, après avoir mangé, nous marcherons beaucoup. Avec le printemps de la randonnée, monsieur le sous-préfet, je vous invite à y assister. De mars à juin, nous invitons tous, public, à découvrir ou à redécouvrir les chemins, les paysages, les histoires naturelles et humaines de notre territoire. Alors on avait commencé avant ce soir, parce que ce soir c'est le lancement officiel, les agents avaient proposé de ressortir des tiroirs, des choses qui avaient fonctionné. C'était la Nuit des Chouettes. Et la Nuit des Chouettes, c'est la découverte de la nature. Et ça, c'est surtout en partenariat avec la mairie de Châteaufort. Ça a bien fonctionné. Je voulais encore remercier les agents pour leur travail. Et enfin, je souhaitais faire participer les habitants. Comment les associer aux 40 ans ?
c'est pas toujours évident, et on a trouvé une idée, un projet photo collectif qui est en cours de finalisation. Chacun de 7 ans à 77 ans, vous pourrez envoyer des clichés au parc, sur soit de la nature, soit sur des lieux, et on créera une grande mosaïque numérique du territoire qui sera diffusée certainement l'an prochain. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, ces 40 ans sont une formidable occasion de dire haut et fort ce que nous sommes et ce que nous voulons continuer à être. Un territoire vivant, un lieu de projet, un espace d'expérimentation et de lien. Je souhaite un très bon anniversaire à notre parc et longue vie au parc. Monsieur le sous-préfet, Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, un infime et énorme à la fois merci pour votre confiance, pour m'accueillir ici en tant que jeune chercheur. Après une année seulement, après ma soutenance de thèse, j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter mes travaux un petit peu en décalé. Vous connaissez déjà peut-être mes embardés sur le domaine. Je suis sorti du parc pour m'emparer de la forêt ce soir avec vous. J'espère que je ne vous décevrai pas, puisque je vais en oublier forcément quelques-uns. 45 minutes pour retracer plus de 300 ans d'histoire. Vous l'aurez compris, il va y avoir quelques manques. Je vais essayer de remplir ces manques avec le plus intéressant, ou en tout cas ce qui m'anime le plus, comme historien ruraliste, de la chose rurale, de la chasse, de la forêt, de l'élevage et de l'agriculture, et puis d'autres choses aussi, puisque parler de tout ça à Rambouillet, on parle forcément et surtout de politique. Alors, je vais vous inviter avec moi sur la route de Rambouillet. Vous aurez peut-être reconnu le carrefour où j'ai pris cette photo, ou non, sinon ça sera un quiz après la conférence. Et pour vous rappeler quelques définitions qui sont importantes, puisque quand on parle identité et territoire en forêt, il faut d'abord partir du début, c'est-à-dire savoir de quoi l'on parle quand on parle de forêt. Alors je vais vous amener un peu en amont de notre période, puisque ce terme vient du germain, et il désigne un espace réservé pour le roi, un espace réservé notamment pour la chasse. Donc quand on parle de forêt, et quand je parle de forêt, je ne parle pas d'une étendue de bois et d'arbres, mais d'un espace social, d'un espace de plain, et donc avec des autorités administratives variées qui l'ont animé, habité, aménagé depuis très longtemps. Vous les aurez peut-être déjà deviné les principales institutions, mais on aura le temps d'y revenir progressivement. Donc les natures de la forêt sont diverses, et quand on retrace celle de Rambouillet, il faut tout de suite questionner l'histoire et le mythe. Alors, j'ai mis cette illustration, cette huile sur toile qui date de la Restauration et qui illustre la mort de Carloman en forêt de Rambouillet, et qui nous permet de faire un bond et de retourner à ses origines. Puisque quand on consulte les documents, tâche de l'historien et son travail, nous sommes cantonnés à l'écrit et surtout ce qu'il reste de ce qui a été écrit dans le passé. Et la première mention écrite de Rambouillet, elle date de 767-768. Le roi des Francs, Pépin le Bref, donne alors la forêt de Rambouillet à l'abbaye de Saint-Denis. Alors c'est très intéressant parce que pendant plusieurs siècles, le territoire va être entre deux eaux, entre les rois et les abbés. Vous aurez en mémoire le lien très fort qui unit les deux dans la construction de l'État et de la monarchie française. Et Rambouillet, Compiègne, Fontainebleau font partie de la construction territoriale. On retourne à l'essence et à la nature du pouvoir, puisque c'est en possédant la terre qu'on peut l'aménager et en faire ce que l'on veut, en devenir maître et possesseur. Je vais sauter quelques étapes forcément, puisque sinon nous serons encore là la semaine prochaine si je m'étends aussi en amont, pour partir rapidement à la date qui m'intéresse, celle de 1706. Vous connaissez déjà peut-être ce moment central pour notre territoire, puisque c'est l'acquisition de Rambouillet, du château et du petit domaine de 500 hectares, je me permets petit, parce qu'il va bien grandir, par le comte de Toulouse, qui n'est autre que le fils de Louis XIV, fils
bâtard, légitimé ensuite, qui va opérer avec le roi une grande annexion du territoire autour de Versailles, vous l'aurez deviné, et on va atteindre des superficies colossales sur toute l'île de France. Avec Rambouillet, les Bourbons, entre 1706 et 1784, vont capter 24 000 hectares de terre. Donc à la fois la forêt que l'on connaît aujourd'hui, qui n'avait rien à voir en termes de paysage et de composition, mais en termes de territoire, on a déjà les bases qui sont posées à ce moment-là. Et l'autre élément central, c'est de voir la pérennité de ce territoire dans le temps. Donc je fais un petit comeback sur mes périodes pour les territoires de la Silva à Écouillena, donc la forêt d'Yvelines en 768, et à quoi elle ressemble 1000 ans plus tard en fait. Donc vous voyez, le secteur est assez borné. Donc là, je reprends les cartes de Gérard Chouquer, qui est de l'Académie d'agriculture et qui a fait cette représentation récemment. Et vous voyez qu'à peu de choses près, nous avons la forêt actuelle. Alors, ça va peut-être vous étonner quand vous voyez, par exemple, Dourdan, qui est... Alors, pour l'anecdote, la famille des Bourbon-Penthièvre était liée au comte d'Eu, en Normandie, comte d'Eu qui transmet la forêt de Dourdan au Bourbon-Penthièvre dans les années 1760. Donc, jusque dans les années 40, 1940, la forêt de Dourdan fait partie de la forêt domaniale de Rambouillet. Pour l'anecdote, un territoire qui va jusqu'à Épernon, Gambézeuil, Montfort, Coignères qui est la porte avec Versailles. Donc, vous aurez resitué géographiquement l'entité dont je vais vous parler pendant les minutes qui suivent. Je m'aide d'un accessoire utile pour respecter le temps ce soir. En tant qu'historien, il le faut. Alors, le territoire n'est pas simplement la propriété des princes, des Bourbons, puisque vous l'aurez saisi, quand on est roi de France, on a des juridictions, on a des possibilités qui sont transversales et qui traversent les frontières. D'où cette illustration du losange rambolitain qui représente de manière assez schématique, assez simple, le pays de Rambouillet, car c'est comme ça qu'on appelle encore Rambouillet à l'époque. Louis XVI écrit dans son journal de chasse que Rambouillet est un très beau pays de chasse. Donc, amateurs, vous allez me suivre, peut-être pas jusqu'à la Lalie ce soir, mais en tout cas, nous allons pousser quelques taillots en poursuivant les chasses dans le temps, puisque c'est une des raisons majeures de l'existence de ce territoire. Juste pour l'anecdote et le plaisir de voir ces images, j'ai resitué les sceaux des comtes de Montfort, qui vont être les gruyers de l'Yvelines, qui va devenir ensuite le maître particulier, le titre. Donc l'administration des eaux et forêts date de ces époques-là, et les comtes de Montfort vont s'emparer des attributs des chasseurs, le corps de chasse qui est encore une sorte d'olifant dans les termes techniques et en corne, les chiens de chasse à courre, et puis quelques motifs végétaux qui rappellent la forêt. Juste pour vous resituer donc ces éléments, la chasse est un élément moteur, une part majeure de l'identité de ce territoire, et il est important de le savoir. J'ai majoritairement basé la première partie sur la chasse pour rappeler cet enjeu, et puis vous aurez quelques échos sur le patrimoine qui est lié bien au-delà de Rambouillet. J'ai fait un petit clin d'œil, vous verrez. Donc en trois parties, vous avez parlé, monsieur le maire, d'une intervention ciblée, carré, boulon. L'historien fait son exposé en trois parties, trois sous-parties. Vous verrez que j'en ai enlevé deux sous-parties, mais nous sommes bien sur les trois parties tripartites. Allons-y donc. En forestier Rambouillet d'abord, donc comment on fabrique une forêt. Je vous l'ai dit, ça passe d'abord par l'annexion, par l'acquisition. Et quand on regarde dans le temps, j'ai retrouvé cet élément très récemment grâce à Anthony Rigaud qui est dans la salle archiviste au département. Et c'est la première réformation des eaux et forêts qui ne concerne que Montfort. Aussi pour vous rappeler qu'en 1665, date du document, la forêt de Montfort n'est pas celle de Rambouillet, et un grand travail identitaire et va être de rallier pour les princes Montfort, Saint-Léger, à Rambouillet, le nouveau domaine dont je parlais tout à l'heure. Donc autour de Rambouillet, une vaste politique d'acquisition foncière se met en place. Le roi et son fils acquièrent les 500 hectares d'abord, on est en 1706, puis en 1711, on est déjà à 15 000 hectares de terre, ce qui permet au roi de transformer le marquisat de Rambouillet en duché-pairie, le plus haut titre et un des plus hauts statuts
de l'époque. Ça permet d'être aussi pair de France et donc de siéger à la pairie et d'avoir des passe-droits importants. Autre élément central, quand on entend eaux et forêts, on est dans l'administration mais aussi dans le judiciaire. C'est une unité de justice et donc les maîtres des eaux et forêts sont aussi les Bourbons, ce sont les grands veneurs de France, les grands amiraux de France. Ils coalisent, ils réunissent des pouvoirs colossaux de Paris à Versailles et Rambouillet. Donc ils sont des maîtres absolus, en grande partie, du territoire qu'ils vont fonder progressivement jusqu'à la toute fin, jusqu'en 1789. Les Bourbons acquièrent des maisons à Rambouillet, des petits lots pour agrandir ce territoire jusqu'au bout. Quand ils ne peuvent pas acheter, ils louent la chasse, ils louent des usages pour être sûrs de ne pas être embêtés par les communautés locales qui sont très présentes. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, vous avez suivi, s'il n'y a pas de Rambouillet avant 1706, il faut inventer une tradition. Et c'est celle des chasses qui va permettre d'instaurer Rambouillet dans le circuit des chasses royales. C'est une des grandes découvertes de ma thèse, c'est d'avoir, non pas resitué parce qu'il est assez facile à trouver, mais d'avoir rappelé la place de Rambouillet dans le calendrier des chasses royales. Une tradition qui se met très progressivement en place, d'abord avec Louis XIV, qui vient à partir de 1712. Il attend que son fils construise un beau domaine en état digne de l'accueillir, et puis il vient chasser. Vous avez peut-être la connaissance de sa mort en 1715, donc 1712, 13, 14, et puis plus de Louis XIV au royaume. Le régent Louis-Philippe prend le jeune Louis XV à Paris, et il faut attendre les années 1720 avant qu'un roi de France revienne à Versailles d'abord, puis Rambouillet. La première chasse date de 1724, puis 1725, puis le roi revient de plus en plus. Je rappelle, je l'ai dit, je l'ai évoqué, le comte de Toulouse est en charge des chasses. Il a mis en place la meute des 100 quartiers qu'il donne au jeune roi, et ce qui va permettre de remonter l'équipage à l'échelle de l'Île-de-France. Et on va venir à Rambouillet à un temps qui va peut-être surprendre et écologistes et veneurs contemporains, puisqu'on vient chasser de mai à juillet. Donc aujourd'hui, la saison de chasse s'étend de septembre à mars pour la plupart des chasses. Je ne reviens pas dans le détail du calendrier complexe, mais c'est à l'époque la plus dure des saisons de chasse. Vous l'aurez deviné peut-être, car c'est l'époque où il fait chaud et la voix, c'est-à-dire l'odeur du cerf, ne tient pas. Elle est éventée par la chaleur et puis par tous les parfums de la forêt. C'est ce que dit Jacques Dioville, un des lieutenants des chasses du roi. Et c'est une des saisons les plus difficiles. Donc on a des belles scènes dans le journal des chasses du roi de petits ratés, de petites erreurs, les chiens qui s'égarent, les chiens qui en font qu'à leur tête, ou des petites chutes de veneurs. Si vous étiez à Fontainebleau cet hiver, vous avez vu l'exposition de Jean-Baptiste Oudry, et il y avait je vais vous montrer quelques illustrations après, quelques toiles, il y avait un dessin, un brouillon, où un veneur était en train de chuter, et puis comme ça, c'était pas terrible pour l'image royale, on a passé donc du brouillon à la peinture, puis à la toile, et on a enlevé ce veneur qui chute, mais il y a toujours de l'humour à la chasse, et les courtisans étaient les premiers à le savoir. Je passe sur les autres domaines qui nous intéressent aussi, mais moins ce soir. Juste aussi pour rappeler la passion des rois de France. De Louis XIV à Louis XVI, on chasse tous les 2 jours pour les rois de France. On a 2 meutes qui font l'alternance. On repose les chiens, puis on rechasse avec elles 4 jours plus tard, donc. Et on a quelques illustrations qui montrent aussi ces éléments. Ici, c'est un détail des porcelaines peintes qui sont au château de Versailles, et vous avez Louis XVI au centre portant chapeau, donc qui est avec le limier pour faire le pied, et puis aussi le rapport qui va suivre. Vous voyez que c'est une époque de l'élégance et de la courtoisie, où on a beaucoup de couleurs. Il y a tout un jeu aussi sur l'uniforme, qui peut porter l'habit de vénerie ou non, et une forêt qui est habitée en premier lieu par les courtisans, bien sûr. Alors, plus largement, la forêt est habitée, vécue pour la chasse. L'administration est mise en place. On a une administration des forêts, mais aussi une administration des chasses. Et vous avez des pavillons qui sont mis en place pour que les gardes puissent
circuler, patrouiller, arrêter braconniers, délinquants et surtout garder le gibier, à savoir qu'il est élevé. On élève le gibier. Vous pouvez trouver encore les traces en forêt domaniale du petit parc qui est en face du grand parc et du château. Donc un toponyme qui nous rappelle cet usage. Et on élevait tout simplement des cerfs dans ce parc, un mâle pour 5 femelles. Et au printemps ou à l'automne, on relâchait les jeunes pour accroître la population de cerfs. Donc une chasse qui n'est pas un règne du sauvage, mais un règne du civilisé courtisan, aristocratique, où on va mettre en scène la forêt avec des carrefours, vous les connaissez sûrement, des architectures, des habits, des couleurs, tout un ensemble de symboles qui rappellent la présence du roi et à quel point on est dans sa demeure. Quand on parle du domaine, on revient au latin avec le mot domus, qui veut dire la demeure. Donc, ils sont littéralement chez eux dans leur maison de 24 000 hectares. Vous aurez déjà lu les architectures un petit peu oubliées que nous avions sur le territoire, qui était le château de Saint-Hubert, car le duc de Penthièvre gardait Rambouillet de main ferme et il a refusé au roi Louis XVI un achat dans les années 1750. Sans se vexer, il lui demande la permission, en tout cas la courtoisie, de construire un château sur les étangs de Hollande, qui, pour rappel, sont construits par Louis XIV pour amener l'eau à Versailles. Donc on est sur vraiment un palimpseste et un patchwork de passages princiers. Pour rappel, aussi le pavillon de Pourras, construit par Napoléon Ier, puisque entre la construction de Saint-Hubert dans les années 1755, il y a eu la Révolution, puis les habitants de Saint-Hubert se sont servis des pierres du château pour faire leur maison. Il y a un très bel article dans Versalia sur ce sujet, sur Saint-Hubert. Eh bien, Napoléon doit construire un nouveau bâtiment puisque le château s'est effondré. Et donc, un petit pavillon, mais si vous le connaissez, il est quand même assez agréable quand on est 4, 5 ou une dizaine de veneurs, hein, il y a de la place. Et puis, ce pavillon va aussi tomber puisque Napoléon chasse, puis Louis XVIII qui revient sur le trône, qui était le frère de Louis XVI, puis leurs frères respectifs, Charles X, qu'on disait plus royaliste que le roi à la cour de Versailles avant la Révolution, et tous vont chasser, et puis après les Orléans vont pas pouvoir revenir. Je vous fais un clin d'œil pour tout à l'heure. Ça explique l'état du pavillon aujourd'hui. Et j'ai du mal à ne pas mettre le plus possible de documents. L'historien est un ogre, disait Marc Bloch, qui se nourrit d'archives. Donc je vous ai mis un petit élément qui apparaît, nous allons les voir tout à l'heure, un détail de la carte des chasses qui est peint, qu'on trouve aux archives de la Défense à Vincennes. Et c'est une des rares images de cartes où on a la peinture sur la carte. Si vous allez à la mairie de Rambouillet, vous avez la carte des chasses qui était peinte à l'époque, il y a quelques traces encore. Donc tout ça aussi pour dire les couleurs chatoyantes qui habillaient la forêt. Tous les poteaux de vénerie étaient rouges aux armes des Bourbons-Penthièvre, donc vous imaginez un petit peu rouge et or, ça claquait littéralement dans les bois. Alors, juste pour vous remettre là, je vais peut-être pas prendre plus de temps pour tout détailler. Je vous ai remis les travaux de mon directeur de thèse qui avait travaillé sur Versailles lui-même et qui avait repris tout le tissu social autour des eaux. Juste élément, on parlait, j'étais sur la chasse, donc je reste à cheval, et vous verrez sur la partie droite de la carte les différents étangs, bien sûr la chaîne des étangs de Hollande, et puis sur la droite vous avez l'étang de Bourgneuf qui est en prairie. Et en fait c'est Louis XVI qui a demandé de mettre à sec l'étang parce que les cerfs avaient tendance à passer sur la chaussée d'Hollande. C'est une refuite que l'on retrouve dans le traité de Jacques Deauville, et pour éviter ce passage-là, on a mis à sec pour que les cerfs puissent passer aussi par là. Donc il y a toute une science de la chasse à l'époque, et si vous avez fait le lien, les amateurs de chasse l'auront sûrement fait, depuis le pavillon château de Saint-Hubert, on assistait au ballot et à la scène finale, la Laly dans l'eau, depuis les terrasses du château, où il y avait aussi les pêchers de la Quintinie, donc un moment important. On dit que le roi Louis XV assistait au brame depuis les terrasses aussi, donc tout un ensemble qui faisait qu'on passait des bons moments quand on était roi de France à Rambouillet. Alors juste pour le plaisir de revoir Saint-Hubert d'un autre côté, là vous la trouvez sur la carte des chasses royales, le S est parti en vacances, donc je le remets à l'oral, et donc je vous invite à le voir, elles sont toutes en ligne, et il y a vraiment des très beaux éléments. Et pour prouver ce que je disais tout à l'heure, vous avez aperçu le château, vous l'avez repéré, vous descendez à la verticale, vous avez une barque, et vous avez le cerf qui est dans l'eau poursuivi par les chiens. Donc si vous doutiez de ce que je disais, vous avez la preuve en image.
Alors, autre élément aussi, le rendez-vous de Louis XVI, on est sur aussi des patrimoines variés. Hein. On a très peu d'éléments iconographiques, d'images sur Rambouillet au XVIIIe siècle, d'images à la chasse ou d'images tout simplement du château. Donc on était obligé de passer par Compiègne, c'est aussi un bel endroit, donc allons-y. Là nous sommes au Puy-du-Roi. Alors aujourd'hui le carrefour ne ressemble plus du tout à ça. Il y a un petit peu de propagande royale, hein, vous l'aurez compris. Je me saisis de la scène de chasse, vous voyez un petit peu l'ampleur, et vous avez retrouvé le paysage que l'on retrouve toujours en forêt de Rambouillet, qui est celui des étoiles de vénerie, les étoiles de chasse, les lieux des rendez-vous, et aussi d'observation de la chasse. Ça permettait de cerner des enceintes. On perçait la forêt en triangle, ce qui limitait en fait les efforts pour voir le gibier, et on pouvait mettre 3 hommes qui encadraient un triangle et voir à 360 en fait. Donc quand vous êtes dans une forêt domaniale française, vous trouvez des étoiles de chasse à courre sous vos pieds ou sous vos yeux sur la carte, c'est qu'il y a eu de la chasse à courre là où vous êtes. Où il y en a toujours bien sûr. Alors, par contre, il n'y a plus autant de moyens, puisque c'était des sommes colossales, avec des débats importants à la Révolution, vous en doutez. Les meutes de chiens allaient de 100 à 300 animaux en état de chasse. Les écuries de Versailles, vous les connaissez, sont des formidables architectures qui accueillaient aussi des milliers de chevaux. Il faut nourrir tout ce monde, plus les courtisans. C'est une grande fête, hein, la chasse. Donc on est sur des événements qui attirent aussi les gens, les habitants qui viennent ou non assister. Je ne peux pas ne pas évoquer les tensions sociales qu'amenaient ces pratiques, mais ça sera pour une prochaine conférence. J'en parle un petit peu tout à l'heure, mais vraiment pour le 19e siècle. Voilà un petit peu les ambiances, et puis je me sers aussi de cette image pour vous parler de sylviculture. On a bien identifié les chasseurs, peut-être trop pour certains. En tout cas, je m'excuse, il y en aura un petit peu mention après forcément. Mais parler un peu de forêt, puisque les Bourbons-Penthièvre, en plus de la chasse, vont mettre en place une grande politique d'aménagement forestier. J'évoquais la réformation des eaux et forêts tout à l'heure. Il va y en avoir 2 autres, une par le comte de Toulouse, une par le duc de Penthièvre. Et l'idée, ça va être d'aménager, de planifier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à un moment, un tournant, puisque les Bourbons-Penthièvre sont des grands propriétaires forestiers. Ils ont des mines, ils ont des carrières, des usines liées à la forêt. Et à Rambouillet, ils vont développer une grosse économie autour du bois, et qu'on peut suivre grâce à ces atlas, mais aussi un traité de sylviculture, un des premiers, qui est signé par Guillot, qui est l'arpenteur et garde-marteau du seigneur de Rambouillet. Et donc il y a aussi cet élément qui est central de transformer la forêt en bois, en meubles, en bois de chauffe. La plupart du temps à Rambouillet, jusqu'au XXe siècle, on produit du bois de chauffe parce qu'il n'y a pas de fleuve navigable, et pour transporter des grumes, ce n'est pas très pratique et ce n'est pas du tout rentable. Donc la majorité du bois sert au bois de chauffe, à l'exception de ce qu'on appelait les baliveaux à l'époque. Ce n'est plus le terme actuel en termes de foresterie. C'était les arbres qui étaient en bord de parcelles, tout simplement parce que c'était plus facile de les faire tomber presque au bord du chemin que d'aller chercher une grosse grume en forêt. Il y a aussi des résistances des forestiers qui essaient de préserver les plus grands arbres dits fruitiers, puisqu'il y a une économie aussi pastorale, et donc les gardes avaient des troupeaux comme les paysans du coin, et on gardait des grands chênes, des grands hêtres, parce qu'ils donnaient soit des faines, soit des glands qui pouvaient nourrir les cochons ou le bétail. Donc il y avait aussi toute cette économie et une résistance dans les administrations, avec des tensions entre chasse et forêt. Je vais en parler tout à l'heure. Donc nous arrivons à la fin du XVIIIe siècle avec un domaine énorme. Je vous resitue la carte en 1715 d'abord du duché-Pairie de Rambouillet. Alors elle est à l'envers pour nous. Le sud est dans le quart en bas à droite en fait, et le nord c'est le nord pardon à droite en bas, et le sud plutôt en haut à gauche. Donc nous avons la tête à l'envers, et vous resituez peut-être les étangs de Hollande vers le tiers bas. Tout ça pour vous resituer aussi que le mot forêt s'étend bien au-delà des bois, et qu'il concerne les villages et les champs et les prairies qui sont dessinés. Alors, je ne commande pas plus, je vous montre une autre carte également, celle du Grand Parc, voilà, je vous situais tout à l'heure les toponymes, qui est là un des éléments de l'Atlas de réformation forestière, donc, qui est entièrement dédié à la plantation d'arbres. Et puis donc la fin, on est en 1787 à l'édition de cette carte des chasses du roi Louis XVI, et vous voyez qu'on est un petit peu sur les mêmes éléments, avec à gauche, je l'ai dit tout à l'heure, la forêt de Dourdan qui a rejoint le giron royal.
Voilà pour les cartes. Je vous laisserai bien sûr le PDF pour que tout le monde puisse y accéder et fouiller en détail les petits recoins de sa paroisse, enfin de son village, pardon, de sa commune actuelle. Et puis vous pourrez aussi retrouver cette histoire de paysage avec ces documents qui sont en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica. Alors, le petit clin d'œil, il est là pour la fin, hein. Pour ceux que j'ai déçus en parlant trop longuement de chasse, juste pour vous rappeler qu'il y a des héritages multiples. Donc, j'en ai mis un de chez nous, la cerqueuse, avec le poteau de la cerqueuse, et puis bien sûr le rond, l'étoile de l'étoile, ça fait 2 fois. Donc, le rond de l'étoile à Paris. Donc, qui était un ancien aménagement de chasse à courre. On en retrouve. Si vous allez au Sénat, le palais des Sénats était aussi pensé pour la chasse. Donc, les parcs et jardins, tout ça a été aménagé sur le sud de Paris, dans la capitainerie des chasses de la Varenne du Louvre. Donc, des héritages multiples, palais, bois, aménagements. Les routes portent encore leur nom. Les pas de doigts aussi, c'est ces aménagements en 3 routes, comme on retrouve sur la place d'Armes de Versailles, sont liés aussi à ces éléments de chasse à courre. Voilà, j'espère que j'en ai assez dit pour tout le monde. Je vais passer à ma deuxième partie pour parler d'autres réalités. J'ai ciblé plutôt sur les questions agricoles, puisque je vous disais que la forêt, c'était tout. Donc aussi de l'agriculture, avec des personnages locaux en tant que Perrotin. Et puis au Perret, ce soir, il fallait parler du Perret. Donc j'ai réservé un héros local malheureusement méconnu, mais j'espère qu'avec mes travaux, on parlera bientôt plus des bourgeois, père et fils, qui ont une destinée assez intéressante dans le territoire. Donc la forêt d'État, puisqu'en 1791, je passe sur la Révolution, on va en parler tout de suite, 1791, vous pouvez le noter dans vos computes, dans vos carnets, c'est le début de la forêt domaniale de Rambouillet, c'est le moment où la forêt privée du roi devient forêt domaniale, et on peut remercier tous ces acteurs de nous l'ouvrir un beau joyau comme ça, c'est à ce moment-là que ça se fait. Alors, vous l'aurez compris, chasse à courre, des gros moyens développés, une forêt qui prend de plus en plus pied et part sur la vie des habitants, les révoltes vont être très importantes avant même la convocation des États généraux au mois de mai 1789. Et dès les mois de mars-avril, les gens meurent de faim. Vous savez peut-être qu'il y a des événements climatiques. L'éruption du Laki en Islande provoque des disettes colossales. Il fait moins 10, moins 20 l'hiver. On a une énorme crise frumentaire. Frumentaire, ce sont les blés. On meurt de faim en France à cette époque-là. Et les seigneurs qui chassent trop, au goût des Lumières, mais aussi des paysans, devraient arrêter, il leur semble. Donc vous avez des battues énormes qui sont organisées dans tout l'ouest parisien entre le printemps 1789 et l'année 1792. C'est ce que j'ai retrouvé pour Rambouillet dans les archives. C'est absolument intéressant parce qu'il y a la réponse de tous les acteurs en place, le roi qui essaie de composer, et les paysans qui prennent les armes. Alors il y a toute une série de rites sociaux qui est très intéressant, je pourrais pas y revenir en détail, mais c'est vraiment un moment très très important pour comprendre comment ces communautés marchaient, le lien qui les soudait, et puis aussi le mélange de révérence et puis de complications qui les animaient au quotidien dans le giron royal. Et c'est une des rares caricatures de cette époque où on voit les figures un petit peu du bas social, donc le garde forestier qui est à peine mieux loti parfois que le paysan local, et puis le paysan qui se fait punir d'avoir braconné un lapin. Alors il y a des échelles dans le braconnage. Le tir du cerf, c'est vraiment le plus grave. Et puis il y a le coltage au collet du lapin, qui est un moindre larcin. Mais l'image ici veut rappeler qu'il y a une forme d'injustice sociale autour de ces pratiques et que même celui qui prend un lapin, en fait, se fait condamner. Je vais le dire à leur place, pour rien. Bien sûr, vous vous traduirez dans vos termes respectifs. Mais on a ces images qui circulent et qui rappellent le ras-le-bol social. C'est dans tous les cahiers de doléances de la forêt de Rambouillet. Je les ai rassemblés pour voir à quel point c'était important. On a des éléments, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des formes de révérence aussi. C'est un ras-le-bol, mais la figure du roi ne doit pas être attaquée. Il y a aussi tout un savoir-faire. Le XVIIIe siècle, c'est aussi l'appropriation du droit et de la loi par les communautés des villes, des campagnes, pour lutter contre un nouveau sens qui est donné à la propriété exclusive, puisque ces enjeux naissent
d'une ancienne définition de la propriété qui était collective sur les usages, les coutumes, le droit coutumier. On trouve des textes très intéressants. En fait, le seigneur féodal avait la terre, il en était seigneur, mais les communautés qui habitaient avaient des droits d'usage reconnus par les seigneurs. Ce qui change avec les Bourbons, c'est que systématiquement, en 1706, à l'achat, puis au rachat de chaque parcelle, puis en 1737, mort du comte de Toulouse, puis à l'arrivée du roi Louis XVI, les communautés montent au créneau pour demander accès à leurs anciens droits reconnus par les seigneurs. Donc il y a cet usage du droit qui est important, et il y a un fabuleux dossier aux archives départementales sur le procès de la commune de Gazeran. Donc pendant plus de 15 ans, Gazeran, la paroisse, va attaquer les Bourbons-Penthièvre pour reconnaître leurs droits de pâturage, d'abattis dans les bois et leur droit de vivre en forêt. Ils vont le perdre. Je l'ai dit tout à l'heure, les Bourbons-Penthièvre maîtrisaient toute la chaîne juridique et politique, mais ça montre aussi la capacité de ces communautés à lutter et à tenter de faire reconnaître leurs droits. Donc la poudre monte fortement, et Louis XVI, qui comptait ses cerfs lui-même dans la forêt de Rambouillet, c'est un des premiers comptages de population animale sauvage qu'on connaisse, eh bien on voit le chiffre descendre d'année en année. On est autour de 200 à 300 cerfs dans les années 1784. Le chiffre tombe en 1791 à peine une centaine d'animaux, et quand Napoléon arrive, il fait demander un comptage et il n'y a plus qu'une dizaine de cerfs dans la forêt de Rambouillet. Donc efficacité des paysans, mais aussi du retour des loups qui avaient profité de l'instabilité politique pour s'installer en France. Donc tous ces éléments d'écologie, vous aurez compris, qui m'intéressent beaucoup et qui me font aller sur des nouveaux quartiers de l'histoire. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Napoléon, Louis XVIII et Charles X reviennent chasser, aménager le pays, et je vais passer, parce qu'on y passerait beaucoup de temps, à ce moment-là, des révolutions et des contre-révolutions, pour évoquer vraiment cette trame, et pour vous montrer aussi l'évolution de la caricature, puisque c'est quand même des sources précieuses de l'historien. Je vous assure que des dizaines de comptabilités pendant des semaines sont un peu stériles. Vous le savez peut-être, j'ai travaillé sur la bergerie nationale aussi et son troupeau mérinos, où j'ai littéralement compté les moutons dans un tableau qui avoisine les 30 000 entrées. Donc j'ai littéralement compté les moutons, et ces images de lièvres et de lapins sont un peu réjouissantes, donc j'espère que vous m'excuserez ce genre de pas ou de coup fourré de l'historien des animaux aussi. Alors à gauche, vous avez Sa Majesté Charles X a été chassé de Rambouillet. C'est une caricature de 1830 qui est vraiment très jolie d'un point de vue esthétique. Vous avez des lavis, de l'aquarelle, c'est très bien représenté. Donc pour vous citer aussi cet événement marquant qu'est 1830 dans l'histoire de notre pays rambolitain, puisqu'autour du départ de Charles X, je vais vous dire pourquoi il doit partir si vous ne connaissez pas la réponse, c'est le moment où Rambouillet va entrer dans la mémoire nationale pour les mauvaises raisons, pour l'Assemblée nationale de 1830, puisqu'en fait c'est un peu le refuge des tyrans. Louis XVI y était, Napoléon est venu, puis les deux Bourbons, et là le dernier passait son temps à la chasse, dit-on. Et donc il y a toute une série de caricatures autour de ces pratiques. Il y en a une que je n'ai pas mise, et on voit les trois Bourbons de l'époque, donc Charles X et ses fils, et c'est intitulé « Ils nous gouvernaient en tyran », avec le jeu de mots du pampan, du chasseur et du mauvais seigneur. Et vous voyez qu'il y a tout un ensemble. Donc la chasse de Rambouillet devient un marqueur, une entité dans les hautes sphères politiques, comme voilà un passé qu'il ne faut plus convoquer. C'est la raison en fait pour laquelle les descendants des Bourbons-Penthièvre, qui ne sont autres que Louis-Philippe d'Orléans, c'est le nouveau roi des Français après Louis XVI, eh bien vont être, il et ses fils qui chassaient, vont être empêchés de venir à Rambouillet par l'Assemblée nationale à 3 reprises, puisque c'était aussi recontacter cet héritage dynastique et familial. Donc tout ça pour dire aussi ce que la chasse et ce que la nature aussi incarne d'idées politiques et rappelle aux différentes communautés nationales. Pendant le 19e siècle, les luttes ne vont pas tarir entre l'état cynégétique de la chasse ou l'état forestier, et les communautés vont continuer, essayer de garder la main mise dans un moment très changeant, à la fois sur la forêt elle-même, qui change de
de tutelle administrative par moment, et puis parce que devient l'agriculture. On est à Rambouillet autour de la bergerie nationale et du secteur francilien sur une modernisation agraire très importante, et c'est sur ça que je vais insister, puisqu'il va y avoir des remembrements, des grands achats de domaines qui vont forcément pousser les petits paysans journaliers, petits ou non propriétaires, à sortir du territoire, à rejoindre des villes, des chantiers, et progressivement, bien sûr, les chantiers industriels du secteur, ou à migrer, à changer. Si les bûcherons, les charbonniers s'établissent quelques mois, on en parlera aussi, eh bien, ils vont changer de chantier, ils vont changer de forêt, voire de région, pour suivre le travail. Alors, un petit peu d'éléments, c'est ce que j'anticipais. Je vais passer pour vous parler d'agriculture. Donc, les bourgeois, ces héros locaux qu'on a peut-être un peu trop oubliés. Donc, pour faire très vite, déjà, ils étaient les propriétaires de la ferme du Roseau, qui est devenue une zone pavillonnaire. Donc c'est aussi dur de la retrouver, puisqu'il n'y a plus le lieu, sauf un nom, la rue de la Porte Moutonnière, et puis cette porte moutonnière, ce portail agricole du XVIIIe siècle. Donc je vous ai mis le fils, on a une représentation du père, donc le père qui est un paysan beauceron de Béville-le-Comte, et qui est appelé au service du roi Louis XVI à la bergerie royale à l'époque, ferme du roi, et qui prend les rênes de la direction. Il s'occupe du troupeau mérinos. Le roi le remercie et lui donne un troupeau qu'il va établir à la ferme du Roseau, et il va pouvoir prospérer grâce à ces animaux. Pendant les ventes aux enchères de Rambouillet, les béliers étaient vendus entre 10 et 50 000 euros actuels. Donc, si vous connaissez le cours du mouton, ce n'est plus tout à fait ça. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs bovins et les chevaux qui peuvent rivaliser avec ces prix. Donc, fortune faite, il la transmet à son fils, qu'on voit là, et ils vont acheter ensemble plusieurs fermes rassemblant entre 2 et 300 hectares de terre dans la région, entre Rambouillet, les Brévières, le Perret, ce qui fait des bourgeois l'une des 10 plus grandes propriétés agricoles de l'époque. Donc pour vous situer un peu l'ampleur de ces personnages, vous voyez la mise de notre ami Charles Germain, fils, qui est un aristocrate, un grand bourgeois de l'époque du 19e siècle. En fait, il va réussir à marier sa fille avec un industriel, et il va finir sa vie comme actionnaire. Donc pour vous dire aussi le montée en gamme de ce genre de personnage. Voilà, vous avez ces dates de vie de 1791. Il est né à la bergerie, il a passé sa vie presque à la bergerie, et il est mort en 1879. On ne va pas le quitter tout de suite puisqu'il m'a bien plu. Il a laissé des traces assez réjouissantes. Un petit écho au patrimoine très divers. Là aussi, je m'arrête, je mets les charmes pour rester agréable, mais on en aurait plein d'autres de ces fermes fortifiées qui rappellent l'ampleur de l'agriculture de l'époque. Je repasserai aussi pour vous parler de l'Australie rambolitaine. Donc notre père bourgeois, propriétaire, est agriculteur. Il est aussi chasseur, mais plutôt un chasseur pragmatique, c'est-à-dire qu'il veut d'abord cultiver, et vis-à-vis des chasses royales, l'activité n'est pas toujours facile. C'est ce qu'il nous dit à plusieurs reprises dans des archives personnelles qu'on retrouve aussi au département de l'Essonne pour ses archives personnelles, et puis pour les autres chez nous à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Et il parle de ce qui se passe entre le début du XIXe siècle qu'il a connu et puis les différents régimes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il met la main sur quelque chose qui est très intéressant pour un historien de l'environnement, c'est la raréfaction, la disparition, l'apparition d'espèces d'animaux. Et il dit dans ses documents qu'au cours du Second Empire, les gardes vont relâcher de nouveau des lapins, ce qui va causer un fléau agricole pendant le siècle à venir. De 1850 environ à 1953, les lapins vont souvent faire du mal et à l'agriculture et à la forêt. Je vous montrerai les dégâts tout à l'heure en partie de ce mignon compagnon. Donc là, une petite image, une petite illustration de Rosa Bonheur qui elle aussi est pleine d'humour, puisqu'on a notre père lapin et sa garenne, et vous avez le chasseur qui est pas très loin. Donc ça va monter en graines entre bourgeois et l'administration impériale et républicaine, puisqu'il critique vraiment très très vivement. Il parle de monopole de la chasse, et puis de termes très très vifs, où il critique amèrement la politique de protection des lapins. Et donc il n'est pas le seul concerné, il y a pas mal de propriétaires forestiers de l'époque, qu'ils soient des propriétaires plus du commun, ou des grands, des barons, se plaignent des mesures royales en termes de gibier. Donc il y a une vaste littérature qui ne concerne pas que les communautés, on va dire, paysannes. Voilà. Ça concerne tout le monde, les dégâts de gibier à l'époque.
Et Bourgeois monte un peu en affaires. On reviendra sûrement pour parler de lui et de ses affaires de lapins. Mais tout ça pour resituer ce moment. En 1850, les lapins sont de retour et la forêt va en pâtir. Dans les années 1930, on tue entre 50 et 100 000 lapins par an. C'est des masses énormes, vous imaginez. Et ils vont disparaître un peu plus tard du fait d'expériences réussies, pour le coup, de scientifiques. Alors, vous avez vu, les dates du père Bourgeois nous permettent de rejoindre la fin du 19e siècle. Il y a une date centrale, donc je vous l'ai dit, la forêt appartient aux princes, elle est sur leur liste civile, c'est en fait leur manière pour tenir leur rang, voilà. Et donc, en 1872, je vous passe les différents débats républicains, en 1872, la forêt redevient domaniale, et c'est à cette époque-là que les princes vont perdre leur pouvoir, leur influence sur le massif forestier. Les présidents de la République vont réinstaurer une chasse présidentielle à Rambouillet à partir de 1880, mais les habitants vont manifester à au moins une reprise leur mécontentement de voir le président, quand il vient en forêt domaniale, chasser à tir. J'en profite juste pour rappeler à quel point le massif a été transformé par les pratiques de chasse. Alors là, il est dur de faire cette histoire, puisque ce sont des archives qui sont en main privée ou qui ont disparu. Je pense aux familles du comte de Potocki qui était opéré au bout quand vous allez vers Rambouillet, au Rothschild, au Vaud-de-Cernay et à Saint-Benoît, et bien d'autres, je ne les citerai pas toutes. Les Guerlain sont déjà là aussi au Ménul. Voilà, il y a toute une série d'acteurs, et eux, s'ils ont des archives, c'est aussi peut-être une invitation, s'ils veulent bien les partager, ils possèdent une part de la mémoire locale, et sans ces archives et sans eux, on manquera toujours cette partie-là. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je parle beaucoup du massif public domanial ce soir, et peut-être un peu moins des privés, à quelques exceptions près. Donc voilà aussi pour rappeler les limites que nous traversons, qui sont bien surmontables, mais voilà, c'est toujours la quête au trésor, l'historien, donc s'il peut trouver un petit trésor d'archives. Pour l'anecdote, le trésor royal au Moyen-Âge, ce n'était pas les joyaux de la couronne, c'était les archives qui sont allées dans l'armoire de fer ensuite. Donc voilà, pour vous dire à quel point les papiers étaient importants pour les rois de France. Alors là, il n'y a plus de roi, vous connaissez l'histoire du comte de Chambord, qui ne verra pas le trône de France, et ce sont donc des présidents de la République, et avec eux, c'est la République qui s'invite au bois. Donc changement sur la Sylve, puisqu'entre-temps, la forêt est devenue un espace de bois qu'il faut préserver pour ses arbres plutôt que pour sa faune. Et donc il y a une grande lutte qui commence pour les eaux et forêts pour mettre en place la forêt pleine, la forêt entière que l'on connaît aujourd'hui. Une lutte qui commence au XVIIIe siècle avec les premiers travaux et qui va se finir de nos jours avec des plantations très larges qui vont façonner nos paysages actuels. Je vais bien insister là-dessus parce que c'était un des gros travaux qu'on avait avec nos amis forestiers qui sont au fond, je leur fais un clin d'œil, sur cette histoire-là, puisque les territoires que l'on pense connaître sont souvent méconnus. Alors, j'espère que j'ai bien fait du teasing. Je vais parler de mes amis qui sont en train de disparaître un petit peu, à la fois parce qu'il y a la pression que j'évoquais, politique, mais aussi parce que les métiers du bois changent. Donc quelques clins d'œil. Je vous invite aussi à prendre vraiment l'ampleur de ces photographies, qui sont un peu des photographies de la misère forestière. J'en ai mis une petite série, parce que c'est quand même important. On a très peu d'éléments sur ces habitants de la forêt, et ils y étaient au quotidien, aussi pour rappeler ça. C'est ça qui m'intéresse là, c'est de rappeler que la forêt était habitée, vécue. Vous voyez, on est sur des campements saisonniers de travail du bois. Quand un chantier forestier s'y installait, c'était pas aujourd'hui comme avec une tronçonneuse et quelques ouvriers forestiers, on arrivait à mettre par terre des grandes grumes. En fait, il y avait plusieurs équipes qui étaient mobilisées sur les lots forestiers et restaient parfois des mois, si ce n'est des années, sur les lieux, le temps de finir le chantier forestier de façonnage. Tout se faisait à la main et grâce aux animaux de trait qui permettaient de transporter les matières et les hommes. Faut imaginer donc aussi des peuplements très jeunes au niveau des arbres. Vous voyez là les bouleaux qu'il y a derrière. On est sur des petites tiges. La grume me contredira, mais on est vraiment sur des maximums. Il y a toute une histoire aussi de la sylviculture que je n'ai pas eu le temps de faire. Tout seul, on peut pas faire tout et son contraire. Donc je me suis cantonné vraiment à ces aspects sociaux, animaux et écologiques. Mais il y a une très très belle histoire à faire de la forêt sylvicole et du sylviculteur. Donc c'est aussi une invitation. Je ne sais pas si on a des
futurs collègues ou des gens qui ont la maîtrise sont des étudiants. Mais voilà, on a des pistes multiples sur la forêt et donc tous ces environnements qui ont bien changé. Un dernier, celle-là me plaît beaucoup. Donc vous voyez une loge de charbonnier, on est du secteur de Bourdonnais. Vous voyez ces grandes clairières, hein, on en a encore un petit peu des éléments comme ça. Voilà, un peu de façonnage aussi sur le même secteur. Et ce qui est intéressant, c'est le support lui-même, hein, c'est des cartes postales, donc on circulait. Vous pouviez acheter des cartes postales du président qui chassait, ou des bûcherons qui étaient là aussi. Donc très intéressante source. Alors, ces paysans vont être assez mal vus aussi d'autres individus qui arrivent dans les bois entre Fontainebleau et Rambouillet. Vous aurez deviné de qui j'allais parler, j'espère. Je parle des peintres et des artistes de Barbizon et des Vaux-de-Cernay. Il y a une école, une succursale, Belly-Fontaine à Rambouillet. Et donc vous avez la mémoire peut-être des peintures, mais aussi du monument Pelouse qui est aux abords de l'étang du Moulin des Vaux-de-Cernay, construit en 1897. Il y a aussi une très belle histoire là-dessus, en plus de la carrière des maréchaux qui est juste au-dessus, donc mélange de paysage, de travail industriel de la forêt, et puis des artistes qui essaient de changer l'image qu'on a des lieux, et on a vraiment l'invention d'un capital vert à ce moment-là. Je vous ai parlé de ces grands propriétaires qui achètent des bouts de forêt de Rambouillet pour s'approprier aussi l'histoire, pour faire partie de cette histoire nationale autour de Rambouillet, et puis ces peintres qui vont changer. Il repousse l'homme. Vous voyez, si on prend la plupart des images, il y a très peu de présence humaine. Il y a aussi une volonté de magnifier la nature comme un ensemble extérieur à l'homme. Vous aurez pensé aux parcs nationaux qui se créent à la même époque aux États-Unis, qui vont venir plus tard en France. Donc tout un courant romantique, puis post-romantique, qui vise à sortir l'homme de la nature, puisque c'est quelque chose qui est réservé au peuple sauvage, dit barbare. Et donc le civilisé doit s'extraire de la sylve, il doit s'extraire de la forêt. On doit sortir les gens de la forêt pour qu'ils viennent se civiliser en ville. C'est un projet politique que j'ai aussi retracé dans la thèse. Alors je vous inviterai forcément à la lire, mais je travaille becs et ongles pour en faire un ouvrage plus lisible, puisque j'ai été assez gourmand et généreux avec plus de 700 pages écrites. Mais voilà, il y a un instrument assez pratique sur les ordinateurs maintenant. Par mots-clés, vous pouvez interroger la base de données qu'elle constitue et puis fouiller les différents thèmes. Voilà, je passe sur l'aspect bibliographique. Une petite carte que je commente très peu, mais ce coup-ci, on a la tête à l'endroit. Donc c'est le massif dans les années 1940. Et vous retrouvez Rambouillet. Et ce qui est très intéressant, on a les mêmes codes, mais ce qui est vraiment mis en avant, c'est la forêt domaniale avec un vert plus pâle et un vert plus gai. Par exemple, c'est facile sur le secteur de Clairefontaine et de la Selle-les-Bordes, donc des massifs privés. Et puis, ce qui est mis en avant là, c'est vraiment la vision des eaux et forêts. La carte dit beaucoup, hein, forcément aussi, de la vision des acteurs. Et quand on regarde une carte, il faut savoir pourquoi et pour qui elle est faite. Et donc, quand les forestiers dessinent la forêt, ils dessinent leur forêt à eux. Et vous voyez que dans ces massifs, à peu près, hein, il n'y a pas une seule tache de blanc. Tout doit être vert, tout doit être rempli. Et le grand objectif, la grande quête des forestiers, c'est de remplir là où il y a des vides. Et Dieu sait qu'il y en a à cette époque, des vides, puisqu'il y a plusieurs menaces. Une qu'on a éliminée sont les paysans et leurs usages. On a le lapin que j'évoquais. Et puis, on a d'autres éléments au moment de la guerre. Voilà, je vais sauter et revenir, parce que c'est là, je peux pas en passer. Au moment de la guerre de 40-45, il y a beaucoup d'incendies en forêt, notamment le long des chemins de fer, et puis on aura d'autres autour du tourisme, puisque les nouvelles machines, les cigarettes, de nouveaux usages se mettent en place et les forestiers se plaignent énormément des départs d'incendie. Donc on va avoir beaucoup de vide, vous verrez les états que ça a causé, tout cet ensemble, une grosse exploitation forestière, des fois avec beaucoup de pression, si ce n'est vraiment de la surexploitation, les lapins, les paysans, et tous ces usages, tous ces gens qui sont en forêt. Alors, une des techniques, c'est pour ça que j'ai mis la précédente, je vais faire un slide retour et je reviens à nos lapins. Donc là, vous voyez, alors je vais pas reparler de chasse, ne vous inquiétez pas, les amateurs profiteront de la photographie. Non, parce que sur ce quoi je veux insister, c'est sur ces autres éléments verticaux qu'on voit sur l'image, ce sont des pins sylvestres, très décriés et par les paysans et par les artistes.
les uns pour la valeur esthétique, les autres parce qu'en fait c'était un peu l'arme de guerre des forestiers pour remplir les vides, là où il y avait de la bruyère, là où on emmenait les troupeaux. Et le sapin et le pin en particulier, surtout sylvestre, va permettre de boiser car il pousse très bien sur des sols acides et durs pour d'autres espèces. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les peuplements, il y a aussi une histoire sociale derrière le pin sylvestre qui m'a beaucoup intéressé. Et on va en reparler, bien sûr. Alors là, Rebaque sur mes lapins. En 1953, il y a un événement majeur. C'est l'introduction de la myxomatose, qui est un virus inventé par l'homme entre l'Amérique du Sud, l'Australie et la France. Des Français sont allés là-bas pour le travailler. C'est un virus qui tue, en fait, les lapins de manière, à échelle populationnelle, à échelle démographique. Et elle est introduite pas très loin de chez nous, à Maillebois, à côté de Châteauneuf-en-Thymerais, par le docteur Armand Delille. Il fait un essai dans son parc et puis il pensait que le virus allait rester dans l'enclos. Bien sûr, il franchit la limite et c'est une des raisons pour laquelle on a eu un gros vide de lapins à cette époque-là, dans les années 1960-1972. 70, pas 12, mais c'est pas grave, j'ai fourché. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, ils vont s'immuniser, ils vont revenir, et les lapins, on n'en voit plus du tout aujourd'hui parce qu'il y a le virus hémorragique d'origine africaine qui va finir le travail de la myxomatose dans les années 2010. Tout ça pour dire qu'à cette époque, il y a une grosse prise de conscience. Le directeur général des eaux et forêts de France vient à Rambouillet et fait un rapport avec ses officiers du désastre sylvicole à l'œuvre. Il y a eu une sécheresse énorme en 1952 et les lapins affamés se sont mis à attaquer des arbres de la taille de 5 à 10 cm et ils ont absolument ravagé. Il n'y a plus aucune régénération dite naturelle, c'est-à-dire de rejets de grains qui poussent. Et donc, ils essaient de mettre en place quelque chose de très important. Ça va se mettre en place via le plan Marshall. Je vais en parler tout de suite en images. Voilà. Alors, c'est la conclusion. J'anticipe. C'est les aléas du métier. Alors, voici une carte de la forêt, une photographie aérienne de la forêt de Rambouillet. Nous sommes en 1955, donc vous avez bien situé les éléments dont je parlais tout à l'heure. Vous aurez reconnu peut-être le champ de tir de l'armée qui est au milieu en bas, donc la tache blanche. Juste au-dessus, ce sont les secteurs de la Haute-Tasse et de la Pommeraye, et vous voyez les vides énormes qu'il y a au centre de la photographie. Donc tout ce secteur-là était en vide pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et les forestiers vont avoir une manne financière et ouvrière à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc le plan Marshall va permettre de financer le Fonds forestier national qui va permettre de boiser des nombreux hectares en France, et sur le privé et sur le public, dont la forêt de Rambouillet. Alors le petit plus des forestiers rambolitains, c'est d'avoir une main-d'œuvre pas chère, en l'occurrence en la personne des prisonniers de guerre allemands. Donc pendant plusieurs années, ce secteur va être boisé de pins sylvestres par ces équipes-là. Et si vous allez aujourd'hui, je vous invite, peut-être pas demain, mais ce week-end à vous balader par là, vous allez voir, on en est déjà à la 2e génération de pins sylvestres sur le secteur. Donc quand vous prendrez du temps là-bas, j'espère que vous vous souviendrez de cette petite anecdote, voilà, qui est aussi révélatrice de notre histoire forestière. Donc vous voyez, tous les secteurs n'étaient pas à plaindre, mais on avait beaucoup de vides et ça a pris beaucoup de temps. Et ça marche plutôt bien, hein. Quand vous prenez les vides de 1955, vous comparez avec aujourd'hui ce qu'on a sur pied, et la plupart du temps, pas toujours bien sûr, vous avez du pin sylvestre ou du résineux. Voilà, donc une histoire sociale qui me tient beaucoup à cœur. Alors, je fais un petit comeback pour évoquer quand même, parce que là, ça serait vraiment une torsion grave, de ne pas parler de l'essor touristique dans les années 60 à Rambouillet. Donc, une des premières mises en place sont les pistes cyclables, des parkings, des aménagements pour la voiture. Alors, pareil, les forestiers se plaignent parce que les gens traversent, il n'y avait pas le système de barrière, de fossé, ils traversent, ils se mettent en pleine parcelle, et puis ils garent la voiture, ils font un barbecue, ils mettent le feu à un bout de bois. Enfin, voilà, tout aussi des usages d'éducation à la nature, à l'environnement, qui ont mis du temps à se mettre en place. Et l'un des outils de l'Office national des forêts, donc la suite des eaux et forêts, c'est créé en 1964, cette institution, décide dans les années 60-70 de créer un parc animalier des Yvelines. Vous le connaissez sous le nom d'Espace Rambouillet. Donc l'idée, ça va être de sensibiliser
de réapprendre à ces gens qui sont sortis de la nature, parce qu'on les y a un petit peu poussés, il faut le dire, à s'approcher des bois, à savoir de quoi on parle, des chevreuils, des cerfs, ce n'est pas une chèvre, ce n'est pas une vache, voilà, tous ces éléments ruraux qui sont encore en mémoire de certains, et puis un petit peu moins pour d'autres. Et puis la formule va un petit peu s'augmenter, vous connaissez le spectacle de rapaces, et puis d'autres éléments plus contemporains. Voilà, donc une longue histoire aussi. J'avais aperçu l'Élias de l'espace Rambouillet circuler entre le domaine de Chambord et l'ONF, donc il y a aussi cette histoire-là qui est tout simplement à faire. Donc je vais m'arrêter là pour l'espace Rambouillet. Alors, on parlait donc de ces espaces vides. Les voilà pleins, vous voyez l'efficacité du processus en une cinquantaine d'années. Donc le Fonds forestier national, il est aujourd'hui encore sur pied. Il y a de la régénération, du travail des forestiers. Deux éléments qu'on voit sur la partie droite en même temps que la création du parc de l'espace Rambouillet, c'est l'arrivée aussi de la route nationale 10 qui a été un vecteur, on va dire, un clivage, plutôt, je vais dire que c'est un clivage très très matériel, hein, la forêt scindée en deux. Donc au début c'était moins important qu'aujourd'hui parce que les animaux pouvaient encore circuler, mais aujourd'hui par exemple au niveau écologie et dynamique des populations, on a deux populations de cerfs qui ne communiquent plus beaucoup ou plus du tout, et ça pose de grands enjeux à l'échelle francilienne. Il y a une thèse qui avait été soutenue par le parc naturel régional sur la circulation des cerfs en forêt d'Île-de-France, donc aussi pour rappeler ces enjeux très contemporains autour des aménagements multiples, puisque vous voyez aussi l'agrandissement du Perret, voilà, sur beaucoup de zones de prairies, de maraîchage et tout ça, c'est un fait plus large à l'échelle de l'Île-de-France et de la France. Donc une forêt qui perd un peu de son sens, à mon point de vue historique purement, puisque je l'avais dit, la forêt c'est aussi toutes ces zones non boisées, tous ces prés, toutes ces zones agricoles. Je rappellerai aussi l'enjeu majeur quand on referme des espaces comme ça au niveau de la biodiversité, des pleins forestiers, des fois en monospécifique, en monoculture, c'est aussi un abaissement de la biodiversité sylvicole et sylvestre, mais aussi ailleurs. Et ce qui était très riche dans ces domaines anciens, c'est les lisières et l'effet de lisière dont on parle en écologie, c'est-à-dire la multiplication, ce patchwork d'éléments, de variabilité et de variants. C'est-à-dire on passe d'un pré à un petit bois, à une futaie, et là vous avez un marais, et tout cet ensemble, dès qu'il y a une lisière, en fait, il y a les espèces qui viennent passer de l'un à l'autre, et ça augmente la richesse écologique. Donc c'est un enjeu majeur à une échelle aussi vaste qu'un massif forestier qui, pour rappel, fait environ 15 000 hectares de domanial, donc assimilés publics, et tous les massifs forestiers privés. Sachant que beaucoup de massifs forestiers privés ont été boisés sur d'anciennes prairies et d'anciennes zones agricoles. Vous allez à Clairefontaine, il y en a une qui s'appelle les communes, donc tout simplement parce que c'était la prairie commune de la paroisse. Et puis vous pouvez en fait faire ce jeu auquel je me suis prêté, de retrouver qui était quoi, les lisières, il y a des systèmes de fossés, il y a toute une architecture de la forêt qui est très intéressante à aller retrouver. Donc on pourra y aller ensemble si vous voulez. Autre élément dont je ne peux que parler, c'est la création des réserves dirigées et des réserves intégrales, biologiques intégrales et de l'ONF. Voilà, donc dans les années 90, il y a un élément important au niveau de l'écologisation, donc vraiment de la prise en charge écologique des milieux. On parlait de refermement, vous voyez, l'un des enjeux, ça va être de rouvrir des mares, des milieux qui se referment, et de garantir et de préserver la biodiversité sur des petits sites, voire des plus grands. On a des parcelles carrément qui sont fauchées, par exemple, ou broyées pour éviter que ça se referme, et qu'on ait ces éléments écologiques, mais aussi paysager, parce que c'est extrêmement bon pour l'œil tout de même d'avoir ces grandes perspectives, ces grandes prairies. Si vous allez dans les alpages, vous les connaissez forcément, mais avoir des grandes prairies, c'est important. Et pour rappel, pour mes amis veneurs, les grandes allées de chasse à courre étaient aussi en prairie pour permettre le nourrissage des animaux. Donc vous voyez tous ces mélanges que je fais. J'espère que je ne suis pas obscur. Voilà, pour rappeler aussi que les pratiques anciennes, elles participaient à une biodiversité qu'on a forcément du mal à retrouver en tant qu'historien, mais
où aujourd'hui, c'est un travail que faisaient les paysans, que faisaient des forestiers, des chasseurs, que l'ingénierie écologique doit prendre en charge. Ce qu'on faisait à la main, on le fait avec des machines. Donc il y a des enjeux assez colossaux sur tous ces sujets. Je ne fais que les évoquer puisqu'ils me dépassent largement. Une petite carte pour vous montrer où elles sont. Là où c'est important de faire attention, elles sont souvent sur des zones humides dans la forêt. Donc ce sont aussi, bon là je vous donne mon point de vue très personnel, ce sont souvent les plus belles de la forêt puisqu'on a beaucoup d'eau, on a beaucoup de richesses en termes de paysage et donc d'écologie aussi. Mais pas que, c'est important. Là, les Vaux de Cernay, par exemple, c'est un lieu qui est à préserver absolument avec cette histoire des peintres. Et il y a des pratiques, on le sait, hein, vous connaissez ces arbres qui sont grillagés pour préserver le sol. On a aussi des enjeux de massification touristique ou en tout cas de passage aux mêmes endroits. Voilà, tous ces enjeux qui planent sur la forêt, en plus du changement climatique qui nous rejoint là depuis quelques années. Alors, ça va très vite, hein, on a beaucoup d'arbres dépérissants. Le massif de Rambouillet, c'est peut-être moins flagrant que Chantilly ou d'autres massifs, mais c'est un enjeu qui va être important dans les années à venir. Donc tout ça aussi pour rappeler l'importance de considérer ces différents patrimoines historiques et locaux, et qui sont plus que locaux, puisque je l'ai dit en début, nous sommes à Rambouillet et tout est politique, vous le savez. Donc des enjeux qu'il faut mêler avec une histoire difficile à raconter, puisque c'est aussi l'histoire, un lieu de mémoire, où s'approprier ou éviter de parler de certains sujets, c'est aussi exercer une force contrainte sur comment comprendre l'espace. C'est ce sur quoi je vais insister pour finir, c'est d'avoir cette multiplicité de points de vue, de faire parler le plus de monde possible et de pouvoir voir quel est le regard de l'autre dans le temps, forcément, et dans les lieux, comment elle s'approprie la forêt, c'est quoi la forêt pour les gens aujourd'hui. C'est très intéressant, la date d'arrêt de mes travaux, c'est 2010, donc bien sûr, je ne vais pas parler de l'intégration de la forêt de Rambouillet dans le parc naturel régional, ça sera une autre histoire, ça sera d'autres travaux, d'autres chantiers, mais c'est très important, vous voyez, il y a aussi, vous le savez déjà peut-être, on a plein de marqueurs symboliques à l'est, côté parc de Chevreuse, plus ancien, mais quand on est dans le massif ouest, il y a moins de symboles de cet ensemble. On a les entrées de parc, mais par exemple, on a moins les chemins de promenade aménagés. C'est aussi lié à cette histoire, puisque c'est des institutions qui s'ajoutent à d'autres, et donc c'est encore un lieu qui est encore sous la bonne main de l'Office national des forêts, et qui, par tradition, forcément, a tout intérêt à garder son identité locale, symbolique, et il y a un enjeu fort autour de ce partage de territoire, des activités sur voilà, un espace qui se réduit aussi avec le changement climatique, mais avec les urbanisations diverses. Il y a des enjeux très forts qui sont là, qui m'ont beaucoup animé, même si je n'en ai pas fait l'histoire, puisque c'est tout à fait présent et les archives ne sont pas encore disponibles. Une belle pirouette pour m'éclipser pour ce soir, et puis pour vous dire à très bientôt autour soit des deux expositions, soit autour du pot final, et puis bien sûr par Mons et par Vaux à Rambouillet ou un peu plus loin. Un grand merci à vous. Je crois qu'il me reste une image pour finir, et puis très bonne soirée, merci beaucoup d'être venu, et puis vive le parc naturel régional.